Ouverture martiale pour cette nouvelle audience dans le procès de Joseph Kabila. Ce vendredi, la haute cour militaire devait se prononcer sur la peine de mort requise à son encontre par le ministère public. L'ancien chef de l'État est accusé de trahison, de crimes de guerre et de complicité avec le M23. Mais les partis civils réclament à la dernière minute une requalification pour espionnage. Les partis civils souhaitent notamment faire réviser à la hausse les réparations dues, passant de 24 à plus de 30 milliards de dollars de dommages. Joseph Kabila, qui se trouve hors du territoire national, est jugé par contumace. Son entourage qualifie le procès de comédie judiciaire. Comment imaginer que la partie civile, au jour qu'on entend les verdicts, c'est elle qui vient, que la Cour n'est pas suffisamment éclairée, nous avons encore besoin de témoins, nous avons sous-évalué les dommages, on va encore... C'est dit n'importe quoi, on n'a jamais vu ça. Les nouveaux témoins et éléments promis par les avocats de la RDC doivent être présentés devant les juges lors de la prochaine audience, prévue le 19 septembre prochain. Dans le centre-ville d'Addis Abeba, la fête bat son plein. Hommes, femmes, enfants et militaires, des milliers de personnes dansent et brandissent les couleurs nationales devant un parterre d'officiels. Tous célèbrent le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le GERD. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour soutenir l'achèvement du barrage de la Renaissance, construit dans l'unité. C'est un jour dont je suis fière en tant qu'Éthiopienne. Un ouvrage aux proportions impressionnantes, 1,8 km de large et 145 mètres de haut. C'est une étape majeure dans l'ambitieux projet hydroélectrique du pays. Construit sur le Nil bleu, près de la frontière soudanaise, sur une période de 14 ans, le GERD a été officiellement inauguré ce mardi 9 septembre. Les manifestants ont scandé des slogans patriotiques pour célébrer ce que les autorités présentent comme le plus grand barrage hydroélectrique du continent. On nous disait que nous n'avions pas le droit de le construire. Mais nous l'avons fait. Nous l'avons construit et inauguré. C'est une grande réussite pour nous. Le barrage est devenu un symbole de l'autonomie nationale malgré des années de tensions avec le Soudan et l'Égypte. Cette dernière a adressé une lettre de protestation au Conseil de sécurité des Nations Unies, qualifiant le GERD de mesure unilatérale violant le droit international. Placés en aval du barrage, les deux pays s'inquiètent de la sécurité de leurs ressources en eau. Lors de l'inauguration, le Premier ministre éthiopien a cherché à les rassurer. À nos pays frères situés en aval, l'Éthiopie a construit le grand barrage de la Renaissance pour apporter la prospérité, illuminer la région et changer l'histoire des peuples noirs, non pour nuire à aucun de nos voisins. À nos frères qui pourraient avoir des inquiétudes, je vous assure que l'Éthiopie ne vous privera jamais de votre juste part. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernements africains ont participé à l'inauguration et exprimé leur intérêt pour importer la production électrique éthiopienne. Le Sud-Soudan et le Kenya ont d'ores et déjà annoncé leur intention de signer un accord pour recevoir de l'électricité produite par le GERD. Le matériel de campagne est déjà prêt. Samedi après-midi, plusieurs opposants camerounais se sont réunis à Yaoundé pour élire leur candidat dit consensuel, Issa Chiroma Bakary. Je viens avec l'espoir, avec la réconciliation, avec la volonté de rassembler tous les Camerounais. La bataille commence aujourd'hui. Et je vous le dis clairement, je ne perdrai pas cette bataille. Car je marche avec le peuple, car ce sera la victoire du peuple. Il y a encore 3 mois, Issa Chiroma Bakary faisait pourtant partie du gouvernement de Paul Biya. Celui qui était alors ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a démissionné en juin dernier, en affirmant vouloir en finir avec le vieux système. Dirigeant du Front pour le Salut National du Cameroun, longtemps allié du RDPC, le parti présidentiel, il est désormais adoubé par plusieurs poids lourds de l'opposition, comme le chef du Manidem. C'est une candidature forte, c'est-à-dire qui essaye de rassembler le maximum des forces de l'opposition qui pèsent. C'est bien de penser à soi, c'est bien de penser à son groupe, c'est bien de penser à son clan, mais le Cameroun est au-dessus.
L'Union pour le changement affirme que la collaboration avec d'autres candidats reste possible, à condition que ceux-ci soient favorables à la mutualisation des énergies. Mais pour l'heure, la démarche ne semble pas convaincre tout le monde. Le principal opposant, Maurice Kamto, n'a pas encore donné de consigne de vote, tandis que le groupe de Douala et le parti de l'Alliance libérale refusent de s'y rallier. Non, ce n'est pas une candidature consensuelle. Ce qui s'est passé hier, c'est la désignation d'un candidat par une personne ou deux personnes qui n'avaient ni la qualité ni la légitimité pour parler de candidature consensuelle, et cela en l'absence des autres candidats. L'élection présidentielle camerounaise doit se tenir le 12 octobre prochain. 11 candidats sont déclarés pour affronter Paul Biya dans les urnes. Un modeste bagage pour une grande mission. Dans sa chambre à Tunis, Oussama boucle les derniers préparatifs. Dans quelques heures, il espère monter à bord du bateau qui doit l'emmener vers l'enclave palestinienne. Nous sommes prêts et conscients des conséquences. Et nous sommes certains, même si finalement nous n'atteignons pas Gaza, et si cette aide n'arrive pas, que notre voyage aura une résonance plus grande peut-être que notre arrivée à Gaza. En juillet déjà, une précédente flottille avait tenté de rejoindre Gaza. Le bateau avait été intercepté par les forces israéliennes. Oussama et ses coéquipiers renvoyés dans leur pays. Alors que cette seconde tentative s'annonce elle aussi incertaine, sa mère ne cache pas son inquiétude. Je ne suis pas contre son départ, mais j'ai des craintes et des scénarios possibles en tête de ce qui pourrait arriver. Je souhaite qu'il triomphe, revienne sain et sauf et nous rende heureux. J'espère que nos enfants feront ce que notre génération n'a pas fait. En Tunisie, la population est historiquement solidaire de la cause palestinienne. Dans la capitale, ils sont nombreux à venir afficher leur soutien aux activistes en partance pour Gaza. Au total, une dizaine de bateaux, avec à leur bord une centaine de personnes, participent au voyage. Mais le déroulé de l'opération est incertain. Prévu initialement le 4 septembre, le départ a plusieurs fois été reporté, officiellement en raison du mauvais temps. Puis, dans la nuit du 8 au 9 septembre, 2 bateaux auraient été visés par des attaques de drones. Malgré tout, les militants restent déterminés. On a fait des formations tout au long de la semaine pour justement étudier les hypothèses qu'on peut trouver. Dans l'un des hypothèses, le meilleur des cas, c'est vraiment d'arriver à Gaza et d'essayer de faire descendre les aides humanitaires. Mais après, on a 4-5 hypothèses. On espère y arriver, mais c'est pas sûr. On compte sur vous pour soutenir ce mouvement et justement pour avoir de la visibilité. 3 bateaux ont quitté le port de Bizerte samedi. Les autres navires seraient quant à eux toujours bloqués à quai. Après Washington, où certains ne décolèrent toujours pas de voir les militaires patrouiller dans les rues, c'est au tour de la ville de Memphis de bientôt accueillir la garde nationale, toujours au nom de la lutte contre l'insécurité, si chère à l'administration Trump, une autre ville entre les mains des démocrates, pointée du doigt pour leur laxisme en la matière. Nous allons à Memphis. Memphis est profondément en difficulté. Et le maire est content, c'est un maire démocrate. Le maire est content. Accusé comme les autres démocrates de complaisance face aux criminels, la réponse du maire de Memphis a été immédiate. Soyons clairs, je n'ai pas demandé la garde nationale et je ne pense pas que ce soit la solution pour réduire la criminalité. Et pour Donald Trump, les motifs sont les mêmes qu'à Washington. La ville est gangrénée par les gangs, même si les chiffres sur la criminalité le contredisent. En affichant un net recul, il se réserve le droit de mobiliser l'armée d'actifs si nécessaire. Comme partout, il y a les pour et les contre et de nombreuses interrogations. Il est ignorant. Je ne pense pas qu'il ait vraiment mis les pieds à Memphis, ni compris ce qui se passe vraiment ici. Les gens vivent ici, c'est tout. L'armée américaine précise toutefois que ses soldats ne sont autorisés à faire usage de la force qu'en dernier recours. La prochaine ville dans le viseur de Trump devrait être Chicago, autre municipalité démocrate. Les associations de lutte contre les violences y voient un relent de racisme au nom de la suprématie blanche. Ils ne ciblent que les villes dont les maires sont afro-américains. Ils ne ciblent que les villes des États démocrates, même si les États républicains ont des taux de meurtre plus élevés que les États démocrates.
cherchait à banaliser le recours à la garde nationale pour le maintien de l'ordre. La formule a été inaugurée en juin dernier à Los Angeles en proie à de violentes manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump. Prochaine étape annoncée, la création d'une unité spéciale dans 50 États. Katmandou, comme le reste du pays, se réveille avec à sa tête un nouveau Premier ministre, ou plutôt une Première ministre, pour la toute première fois de son histoire. Après la colère, les larmes et le sang, c'est donc l'espoir qu'un nouveau jour se lève sur le Népal. Je pense qu'elle est la candidate principale capable de comprendre la loi, la constitution du Népal et de faire avancer ce mouvement porté par la jeunesse. Sushila Karki, les Népalais la connaissent bien. Lorsqu'elle était à la tête de la Cour suprême, elle s'est bâtie une solide réputation pour défendre l'indépendance et la transparence de la justice au mépris des nombreuses pressions politiques qu'elle a subies. Aujourd'hui, celle qui a été la plus haute magistrate du pays reprend les rênes à titre provisoire d'un pays en crise. Sitôt nommée, sitôt le Parlement a été dissous, charge à elle d'organiser les prochaines élections législatives dont la date a d'ores et déjà été fixée au 5 mars prochain. La dissolution, c'était la toute première des revendications des jeunes manifestants au nom de la lutte contre leurs élites corrompues. Des rassemblements spontanés qui ont fait basculer le pays en quelques heures seulement, réprimés dans le sang. Des véritables scènes de chaos dont plus de 13 000 détenus ont profité pour s'évader de leur prison. Ils sont aujourd'hui encore en cavale. La priorité est donc de rétablir l'ordre et la confiance, permettre aux militaires qui ont repris le contrôle de la situation de retourner dans leurs casernes pour que tout le monde puisse enfin reprendre une vie normale. Quand les jeunes s'unissent contre la corruption, cela peut inspirer la jeunesse de nos pays voisins. Ces pays devraient écouter et comprendre les revendications des jeunes et y répondre. C'est essentiel. Les jeunes qui sont largement majoritaires dans la société népalaise avec une population dont l'âge médian est de 25 ans. À titre de comparaison, il est d'une quarantaine d'années en Europe. Vu du ciel, c'est un paysage apocalyptique. Ville après ville, secteur après secteur, la bande de Gaza est réduite en cendres par les bombardements israéliens. Voici le quartier de Zaytoun, dans la ville de Gaza en août dernier, et le même endroit aujourd'hui, vu par satellite. En quelques semaines seulement, quasiment tous les bâtiments ont été rasés. Les destructions s'accélèrent alors qu'Israël affirme vouloir contrôler toute la ville de Gaza. Son objectif, rendre la zone complètement inhabitable et faciliter les opérations militaires. Mais pour certains Gazaouis, déjà plusieurs fois déplacés, il n'est plus question de fuir. Nous ne quitterons pas cet endroit. Nous resterons et mourrons ici. Nous ne partirons pas vers le sud. D'après des experts, en l'espace de 1 mois, l'armée israélienne a détruit ou endommagé plus de 1800 bâtiments dans et autour de la ville de Gaza. Et ce n'est pas le seul chiffre à donner le vertige. Ce vendredi, la presse israélienne révèle un enregistrement d'Herzi Halevi, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. Selon lui, 10% des 2 millions d'habitants de la bande de Gaza ont été tués ou blessés depuis le début du conflit. Cela représente plus de 200 000 personnes. Ce n'est pas une guerre douce. Dès le premier instant, nous sommes passés à l'offensive sans retenue. C'est la première fois qu'un officiel israélien confirme le bilan humain global donné par le ministère de la Santé gazaoui. Depuis la bande de Gaza, la coordinatrice humanitaire des Nations Unies lance un appel de détresse, soulignant que la situation pourrait encore empirer avec l'offensive israélienne. C'est une course contre la montre, contre la mort, contre la propagation de la famine qui nous donne l'impression en tant qu'humanitaires de courir dans des sables mouvants. Près de 250 000 personnes ont déjà quitté la ville de Gaza, soit un quart de sa population selon l'ONU. L'armée israélienne annonce contrôler près de 40% de la ville et promet d'intensifier encore ses opérations. Adopted.
C'est donc oui pour la création d'un État palestinien indépendant et souverain. En votant pour, 142 pays relancent ainsi la solution à 2 États sans cesse repoussée. Mais le chemin de la paix est encore long, comme le souligne le texte soutenu par la France et l'Arabie saoudite. Cette feuille de route, elle passe par un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération de tous les otages. Elle passe par l'établissement d'un État palestinien viable et souverain. Un oui, mais sous condition. La déclaration dite de New York est sans équivoque. Tout doit se faire sans le Hamas. Le texte condamne le mouvement palestinien, lui demande de rendre les armes et de libérer les otages. Et pour la toute première fois, l'Assemblée générale condamne les attaques du 7 octobre, ce que réclamait Israël depuis près de 2 ans. Mais c'est loin d'être suffisant pour Israël qui, sans surprise, a voté contre ce texte aux côtés des États-Unis et de 8 autres pays. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est du théâtre. Une mise en scène soigneusement orchestrée pour faire la une des journaux, pas pour la paix. Cela n'abrège pas la guerre. Et d'ajouter que cela n'affaiblit pas le Hamas, bien au contraire, mais le récompense. 48 heures avant le vote, alors qu'il signait un important projet de colonisation en Cisjordanie occupée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se voulait particulièrement clair. Jamais il n'y aura d'État palestinien. Le texte affirme donc le contraire et vient rassurer ceux qui croyaient que la création d'un tel État était devenue impossible, à commencer par les Palestiniens eux-mêmes. Nous invitons ceux qui continuent de prôner la guerre et la destruction et qui tentent d'éliminer le peuple palestinien et de lui voler ses terres à écouter la raison, la logique d'un traitement pacifique de cette question et à écouter le message fort qui a résonné aujourd'hui à l'Assemblée générale. Le document, effectivement, n'est pour le moment qu'un message. Il a pour vocation notamment d'accompagner les pays qui reconnaîtront officiellement l'État palestinien le 22 septembre prochain à New York.